sûr qu'ils voulaient gérer. Voilà, rebonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. La suite et la fin de notre édition spéciale en direct sur X24 News. On salue évidemment nos nombreux fidèles sur notre chaîne YouTube en direct. On va poursuivre donc notre passage en vue des temps forts et puis des enjeux autour de cette guerre Israël-Iran avec toujours Meir Habib qui est avec nous, Dror Aven-Sapir et Shani Guidalia. On va refaire quand même un passage par le terrain et cette fois c'est Ashdod, le sud d'Israël où nous attend Océane Nicole. Océane, bonjour. Et en général, c'est vrai que c'est le nord du pays, le centre aussi d'Israël qui essuie l'essentiel des salves de missiles balistiques iraniens. Là, c'est impact direct de missiles balistiques juste derrière vous et conséquence des pannes d'électricité dans la région. Tout à fait, David. Au total, pendant 1 heure, les habitants ici de cette région d'Ashdod, qui compte au total 8000 foyers, au total n'ont pas eu d'électricité pendant 1 heure. Et la raison, c'est en effet ce missile balistique qui est tombé juste derrière moi. Vous voyez encore les collines de sable. Et c'est parce que depuis tout à l'heure, ils essayent de vérifier s'il n'y a pas d'autres dégâts. Il faut savoir que cet impact, on peut pas trop s'approcher, mais on l'a vu, nous, hors caméra. Il fait plus de 2 mètres de profondeur et on voit que, il vérifie un petit peu s'il n'y a pas d'autres dégâts, des dégâts matériels, puisque vous voyez qu'à la base, il y a évidemment ce mur de béton qui a été complètement soufflé. Donc beaucoup de dégâts matériels, mais pas de dégâts humains. C'est évidemment le principal. Alors ça aurait pu être beaucoup plus grave puisqu'on voit que cet impact il se situe peut-être, je dirais, 20 mètres avant les poteaux électriques qu'il y a derrière. Et là, si ce missile balistique était allé un petit peu plus en profondeur, à seulement 20 mètres un peu plus loin, là, les dégâts auraient pu être importants. Mais en tout cas, ici, c'est en effet un petit peu un choc pour les habitants d'Ashdod, puisque vous l'avez dit, David, c'est une région qui, depuis ces 11 jours de guerre qui opposent Israël et l'Iran, est un petit peu épargnée. Il y a très peu d'alertes ici, du moins beaucoup moins que les régions du centre du pays ou même du nord d'Israël. Mais en effet, ce matin, c'est donc peu après 10h30 que sur les 15 missiles qui ont été tirés depuis l'Iran, la région ici qu'on appelle Shfela d'Israël, la région d'Ashdod, la sirène a retenti avec donc ce missile balistique qui a directement impacté une nouvelle fois le sol israélien et cette ville d'Ashdod. Encore une fois, ça aurait pu il y aurait pu avoir des blessés. Là, ce n'était pas le cas puisqu'il y avait que très peu de travailleurs sur place et on est quand même un petit peu excentré de la ville. On est dans le nord de la ville, dans la zone industrielle, on n'est pas loin du port, mais c'est quand même un point, ça montre que l'Iran cible véritablement et ne tire pas au hasard. Il cible évidemment les populations urbaines et civiles d'Israël, mais aussi les lieux stratégiques comme donc cette centrale électrique qui a donc été pris pour cible ce matin avec ce missile balistique qui a donc directement touché cette zone ici dans le nord d'Ashdod. Un carrefour énergétique, ces pylônes qui étaient juste derrière cet impact. Merci beaucoup Océane Nicole. En direct donc d'Ashdod. Alors on vient en plateau de Dror Aven-Sapir. Un mot aussi sur cette information, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est important. L'Iran qui aurait menacé Donald Trump, les États-Unis, d'activer des cellules terroristes dormantes aux États-Unis en matière de rétorsion suite aux frappes américaines, les bombardiers B-2 qui ont frappé 3 sites nucléaires avant-hier. Bon, ça ressemble un petit peu à un suicide. Si effectivement, ça ressemblerait à un suicide. Si effectivement l'Iran s'en prend à des objectifs américains dans la région ou même sur le sol américain, mais on peut imaginer à quel point la riposte américaine sera cinglante. Parce que après les bombardements des centrales nucléaires, dans l'entourage de Donald Trump, on disait que ça y est, les Américains avaient fait leur part du travail. Et que donc ils n'avaient pas l'intention de s'engager plus avant aux côtés d'Israël dans la confrontation contre le régime des Mollahs. Mais si le régime des Mollahs commet cette erreur, et il pourrait être tenté de le faire parce qu'on connaît son jusqu'au boutisme, s'il commet cette erreur, là, l'armée américaine s'engagera d'une manière totale, ou presque, aux côtés de l'armée israélienne. Y compris dans le cas d'un blocage du détroit d'Ormuz, là aussi les États-Unis pourraient... Là aussi, le blocage du détroit d'Ormuz du point de vue iranien, c'est une arme à double tranchant, parce qu'effectivement, ce serait porter un coup à l'économie mondiale. Je suis assez mauvais en termes de pourcentage, mais je crois que 40% du trafic d'hydrocarbures environ... 20% et c'est beaucoup déjà. C'est déjà beaucoup. Passe par cet étroit... tout près d'Oman, qui se situe entre le détroit d'Oman, entre Oman et l'Iran.
Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'Iran, parce que les exportations de pétrole iranien, ça compte quand même dans l'économie iranienne, ça compte même beaucoup. On peut imaginer que les Iraniens hésitent à utiliser cette arme économique qui pourrait se retourner contre elle, de la même manière que l'arme du terrorisme pourrait se retourner d'une manière assez cinglante contre ses propres intérêts. Donc l'Iran en est à une phase où il hésite beaucoup sur la marche à suivre. Et bien évidemment, c'est pas une mauvaise chose de notre point de vue, du point de vue d'Israël. Alors c'est ça, Meir Aviv. On parle de terrorisme, on parle du territoire d'Ormuz qui serait bloqué par l'Iran. Avec ça, qu'attend l'Europe pour réagir peut-être plus fermement? On sent qu'il y a un embarras côté européen, y compris en France en ce moment. Mais si vous me permettez, votre question est évidemment à sa place, David Neyman. Lorsqu'à l'époque, François Hollande avait décidé, après le Bataclan, de frapper l'État islamique à Raqqa et à Mossoul, il y a eu près de 15 000 morts civils. 15 000. Aujourd'hui, depuis le début des frappes israéliennes en Iran, vous savez combien qu'il y a de victimes ici en totalité, hein, moins d'1 millier. C'est-à-dire moins que de civils israéliens tués après le 7 octobre. C'est de la chirurgie. Malgré ça, Israël contrôle totalement le ciel iranien. C'est extraordinaire. Ce qui a fait, au même moment, à la même minute, il a tué 20 principaux généraux de l'armée et 10 principaux scientifiques au même moment. Si à 10 minutes près il en ratait un, ils allaient dans les victimes. Si jamais les centrifugeuses de Natanz ne marchaient pas, elles marchaient, les centrifugeuses. Mais si jamais les centrifugeuses s'étaient éteintes, et s'ils avaient pu comprendre quelque chose, ils éteignent les centrifugeuses, c'est beaucoup plus dur de les atteindre, il aurait fallu taper des dizaines de fois pour les détruire, que là elles ont été explosées. Vous devez comprendre, le monde doit comprendre qu'Israël n'a pas encore utilisé le cinquième de l'intelligence, des informations qu'ils connaissent en Iran. En sachant encore une fois que l'objectif, évidemment, on tape le régime. Mais tant que les Iraniens... Mais ce qui est incroyable, c'est que l'Europe n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment les grands pays, aujourd'hui, de démocratie, qu'il y ait une empathie, à la limite, pour des Palestiniens, parce que, hélas, il y a des Palestiniens, y compris civils, qui sont tués. On imagine même, d'après les prises palestiniens, que 1 sur 2, ce qui est quand même beaucoup, ce qui a fait quand même plusieurs milliers de civils, voire des enfants qui sont morts. Donc, à la limite, on peut dire... Il y a des morts parce que c'est la guerre la plus compliquée au monde, dans la période la plus densifiée au monde, et il y a boucliers qui prennent de boucliers. Mais là, c'est pour ça que les max sont tombés. Dans le cas de l'Iran, alors qu'Israël fait le sale boulot, que ça ne coûte pas 1 centime, qu'il n'y a pas un soldat, au lieu que le monde dise le régime doit tomber, rendez les armes, faites la démocratie, que ce soit le fils du Shah d'Iran ou donnez au magnifique peuple perse. Non. Non, on fait tout pour laisser aujourd'hui des gens qui veulent détruire Israël, qui ont une horloge, qui font un concours de caricature pour la Shoah chaque année depuis des années au pouvoir. Alors on a peur de quoi d'après vous? De quoi on a peur en Europe? Ridicule. Quoi? De quoi on a peur en Europe? Mais qui peut comprendre aujourd'hui de ce que... Est-ce que ça ressemble pas à la politique de la France qui arrive même pas à... Je suis désolé de le dire, qui arrive même pas à rapatrier les milliers de Français qui sont en Israël en train de galérer. J'ai des milliers de téléphones, mais ils sont où? Pourquoi vous n'arrivez pas à rapatrier les milliers de Français qui sont là? Même pas ça, vous n'arrivez pas. On n'arrive pas à faire la sécurité de place de la République. La fête de la musique au Châtelet, c'était une folie. Et on va donner des leçons à Israël qui vit pour faire celui qui est en train de losser des dons stratégiques à la place du monde. On aurait pu imaginer que la France, l'Europe se mettent derrière Israël et disent voilà, après on va parler des Palestiniens. Au contraire, parce que ça va être une question qui va être abordée après. Et plus que jamais, ma conviction c'est qu'il ne faut pas un État palestinien, qu'il faut une confédération jordano-palestinienne, parce qu'aujourd'hui l'idée d'un État palestinien est caduque et terminée. Alors d'où la question, est-ce que c'est du calcul, rapidement, est-ce que c'est du calcul électoraliste, ou bien est-ce que c'est plus profond et ça nous rappelle quelque part aussi la posture européenne très neutre et trop neutre malheureusement dans les années 40? D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous pour parler de posture européenne. En Europe, il y a les Italiens, il y a les Hongrois, il y a les Tchèques. On essaye de parler d'une même. Voilà. Alors après, il y a la position de la France qui m'intéresse plus, puisque moi j'ai été parlementaire français élu à 4 reprises. Et c'est de là où vient l'immense déception. Ma conviction absolue, j'ai d'ailleurs, sans rentrer dans tous les détails, y compris envoyer certains messages au président de la République, les relations sont catastrophiques entre Macron et Benjamin Netanyahou. Les relations sont catastrophiques. Le Quai d'Orsay aujourd'hui, on a les héritiers d'Edouard Daladier à la tête du Quai d'Orsay. Quand j'écoute la déclaration de Barrot ce matin, qui menace et surmenace, mais qui est crédible? Mais Israël s'en fout de ce que pense la France, parce que la France n'est plus crédible. Quand on a fermé les stands au Bourget d'Israël qui dit
l'Israël a le droit à la défense. On l'entend en écho en permanence. Et Israël et la France, pays dont j'ai été élu à 4 reprises, ferment les stands d'industrie de défense qui sont les meilleurs au monde d'Israël au Bourget. Pas une fois. Pas 2 fois, 3 fois. J'ai honte, je ne sais plus où aller, je ne sais plus où me cacher. Je suis désolé. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi le président Macron n'est pas venu à la manifestation contre l'antisémitisme. Je ne comprends pas pourquoi on a soutenu, ils ont fait alliance pour bloquer le Rassemblement national avec des gens ouvertement antisémites qui parlent de génocide, qui parlent d'apartheid. Et aujourd'hui, l'ex-majorité macroniste s'est alliée aujourd'hui avec l'extrême gauche antisémite de Mélenchon qui aujourd'hui sont pour l'Iran. Pour vous dire à quel point sont des islamistes. Comment aujourd'hui la gauche, on peut dire on est de gauche, Che Guevara, marxiste, léniniste, ce que vous voulez, mais c'est l'inverse des islamistes. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions qui restent à ce stade sans réponse. On va reparler quand même, petite parenthèse, de ce casse-tête pour celles et ceux qui voyagent en ces temps de guerre. En ligne avec nous, Tania Demayo, bonjour et merci. Vous êtes habitante de Tel Aviv, rapatriée de France. Racontez-nous d'abord quand et comment s'est effectué votre retour ici en Israël. Hier soir, je suis arrivée à Tel Aviv, enfin. Après une semaine d'attente, ouais. Soulagement, qu'on comprend bien. Vous avez cru un moment justement que vous resteriez peut-être longtemps loin d'Israël? Vous avez eu cette crainte? J'ai clairement eu cette crainte parce qu'en fait, ce qui était difficile, c'est qu'on était livrés à nous-mêmes. On n'avait absolument aucune nouvelle. Personne ne nous disait rien. Donc, on entendait des sons de cloche très différents. Certains disaient qu'on serait rapatriés à la fin du mois, d'autres à la fin de la semaine, d'autres dans 2 jours. Donc, c'est vrai que c'était difficile de prévoir. Il y avait beaucoup de flou, effectivement, c'est ce que disent tous ceux qui reviennent ces jours-ci. Ce qui est intéressant aussi, on l'a répété ces derniers jours, c'est cette volonté des Israéliens comme vous de rentrer à tout prix au pays, malgré quand même l'état de guerre, malgré les bombardements iraniens. C'est à contre-courant de ce qu'on pourrait penser ailleurs, dans d'autres pays. Ce serait l'inverse, la fuite, se mettre à l'abri à l'étranger. Là, c'est exactement l'inverse pour vous. Ouais, c'est exactement l'inverse. Je comprends que ce soit difficile à comprendre, mais ma vie, elle est ici, mon cœur, il est ici, et Israël, c'est pas juste mon pays, c'est mon peuple. Et quand mon peuple, il est en difficulté, j'ai envie d'être auprès de mon peuple. Et je pense que je suis pas la seule. J'étais bloquée à Chypre hier avec 600 Israéliens, et tout le monde avait vraiment très hâte de rentrer. C'est ça, il y a un sentiment de fierté que vous partagez, de vivre ces moments historiques. Israël qui se bat pour sa défense face à un pays qui est 70-80 fois plus gros que lui. Ça inspire la fierté. Un pays, un peuple qui n'a pas peur, quoi. Moi, j'étais avec 600 Israéliens hier qui n'avaient pas peur, quoi, qui attendaient juste de rentrer à la maison, d'aller aider comme ils pouvaient. Et ouais, ça, je suis très, très fière, ouais. La fierté, effectivement, et le soulagement donc, de ce retour en Israël avec très peu de vols, comme on le sait ces jours-ci. Merci beaucoup. La France se s'occupe pas de Tania Demayo pour ce témoignage. Je suis désolé, je suis obligé de le dire sur votre antenne parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont en Israël, des gens qui étaient en vacances à des bar mitzvahs, mais j'ai en tant que des centaines et des centaines d'appels en permanence. Les Français ne s'occupent pas, à la différence de tous les pays du monde. En général, quand il y a des crises, il y a des centres de crise, il y a un rapatriement immédiat. À ce stade, les Français qui sont en Israël et qui veulent être rentrés en France ont beaucoup de mal à le faire. Là, c'est les Israéliens qui s'occupent de rapatrier leurs ressortissants, mais la France, pour ceux qui le souhaitent, doit rapatrier les citoyens français qui sont actuellement en Israël. C'est pas fait. Ça fait déjà 10 jours et ils attendent encore. Et on leur propose des solutions à Bracat-Amandès en passant par la Jordanie, à droite, à gauche, etc. C'est compliqué. La France doit envoyer des avions à Ben Gurion, il y a des vols, etc. et rapatrier les Français pour ceux qui le souhaitent. C'est pas fait. J'appelle le gouvernement à le faire le plus vite possible. Voilà, l'appel est lancé. C'est vrai qu'il y a pas mal de pays qui tentent aussi d'évacuer leurs diplomates. Chali Guedel, un petit point sur l'actualité sécuritaire, parce que là on parle cet après-midi d'appel de Tsahal à évacuer, appel en direction des civils de Téhéran, à évacuer la capitale iranienne parce qu'il y a des frappes et il y en aura peut-être de plus en plus. Exactement. Et justement, Meir Habib parlait un petit peu plus tôt le fait que ce soit des frappes chirurgicales et évidemment le fait que, Tsahal qui en profite pour appeler les civils à se mettre à évacuer les zones autour de Téhéran et à s'éloigner des cibles militaires du régime en amont justement de ces frappes pour éviter que les civils ne soient pris dans ces frappes de Tsahal. Donc le porte-parole en persan a demandé de s'éloigner des usines de fabrication d'armes, a demandé à s'éloigner des QG militaires et également des institutions de sécurité qui appartiennent au régime. Donc voilà, un appel
appelle aux civils à s'éloigner des cibles militaires du régime de la zone de Téhéran. Autre information qui vient de nous parvenir, c'est un rapport du média Iran Wire. Je précise que c'est un site de l'opposition. Des responsables, selon ce site, des responsables ne parviennent pas à joindre le guide suprême Ali Khamenei pour exiger justement qu'il ouvre des négociations directes avec les États-Unis. Parmi les personnes qui ont essayé de le joindre, il y a l'ancien président Rouhani, il y a aussi l'ancien président du Parlement qui s'appelle Ali Larijani. Et on précise, selon une autre source, que Ali Larijani compte se présenter comme le sauveur de l'Iran dans la période post-Khamenei. Et enfin, dernière information, et qui est arrivée il y a quelques minutes, les consignes de sécurité du Picouda Oref restent en vigueur jusqu'à demain 20h, ce qui veut dire donc ni activité éducative, pas de rassemblement, et les lieux de travail sont ouverts seulement pour ceux qui sont qualifiés d'essentiels. Voilà, la prudence qui s'impose évidemment en Israël. Ali Larijani, un nom à retenir effectivement parce que c'est l'ancien président du Parlement iranien qui est bien connu pour ses positions là aussi extrêmes envers Israël, contre Israël en l'occurrence. Dror Ben Sapir, un petit mot sur ce qu'on disait parce qu'on a parlé des options qui restent entre les mains du régime iranien, fermer le détroit d'Ormuz notamment et également le terrorisme. Et malgré tout, on s'aperçoit que certains alliés, on pensait alliés de l'Iran, au moins d'un point de vue économique, comme la Chine, eh bien, appellent l'Iran maintenant à ne pas lever cette option de bloquer le détroit d'Ormuz. Surprenant ou pas? Non, c'est pas surprenant, parce qu'il en va encore une fois du commerce mondial qui est un intérêt crucial pour toutes les grandes puissances, et pas uniquement pour les grandes puissances, donc pour la Chine également. C'est absolument essentiel que dans le détroit d'Ormuz, eh bien, le pétrole qui provient d'Iran, qui provient d'autres pays du Golfe Persique, le gaz qui provient du Qatar, essentiellement, puissent transiter librement. Donc la Chine, dont on sait qu'elle entretient des relations assez étroites avec l'Iran, eh bien, a un véritable levier de pression sur les dirigeants iraniens. On peut d'ailleurs imaginer que c'est à peu près le même genre de messages qui sont transmis actuellement par un autre supposé allié de l'Iran et également grande puissance, à savoir la Russie, bien évidemment. Donc oui, donc tout cela réduit fort heureusement la marge de manœuvre de l'Iran dans... Isolement relatif, vous direz isolement relatif quelque part? En tout cas dans ce cas précis. C'est un isolement qui est de plus en plus absolu tout de même. Parce qu'il n'y a pas grand monde pour, et encore une fois c'est heureux, pour sauver l'Iran en quelque sorte. Peut-être l'Europe, hein, attention, parce que l'Espagne notamment veut suspendre l'accord de coopération UE-Israël dans le contexte de la guerre et imposer quand même un embargo sur les armes. Quelque part, ce sont les derniers supports diplomatiques de l'Iran. Vous le savez, pour prendre ce genre de décision, l'Union européenne doit l'unanimité de ses membres. Et comme l'a dit Meir Habib tout à l'heure, vous avez des pays au sein de l'Union européenne qui sont non seulement opposés à ce que l'Iran devienne une puissance nucléaire, et c'est le cas aussi de la France, hein, il faut le rappeler, mais sont également, et là c'est pas vraiment le cas de la France, assez proches des positions israéliennes, comme notamment l'Italie de Meloni, la Hongrie d'Orban bien évidemment, et d'autres également. Donc l'Espagne peut, parce que c'est son credo très pro-palestinien et anti-israélien, la pro-palestinien ça n'a pas grand-chose à voir, mais tout de même assez hostile à Israël, donc l'Espagne peut avoir ce genre de déclarations, elles ne seront pas suivies d'effet. Effectivement, ça reste encadré par l'Europe, hein, qui parle rarement d'une voix unanime. Sani Guidal, il y a petite information qui nous parvient à l'instant que vous allez nous commenter. Allez-y. Oui, alors il y aurait le Qatar. Alors non, c'est pas ignoré, il y a le Qatar qui a décidé de fermer son espace aérien pour assurer la sécurité des visiteurs et des résidents face évidemment à la montée des tensions régionales. Donc voilà, c'est une information. Dès que j'ai un peu plus d'informations, je vous développerai cette information. Le Qatar qui est sur la route justement, des trajets. C'est un petit pays tout de même. Hein. Donc l'espace aérien du Qatar. Il y a de la place autour, effectivement. Extrêmement affaibli, comme je disais tout à l'heure, pour développer. C'est l'un des perdants. Le Qatar aujourd'hui, qui a sans doute gagné par le Paris Saint-Germain le championnat, la Coupe d'Europe des clubs champions, mais qui a un rôle terrifiant. Le Qatar a soutenu le Hamas. Sans le Qatar, le Hamas n'existait pas. Il a voulu être médiateur avec l'Iran. Il a perdu. Aujourd'hui, il est totalement isolé et l'axe du mal est en train d'être totalement explosé en vol. Et c'est là où réellement je suis entrevoir la continuité des accords d'Abraham et des accords de paix qui ont été tués le 7 octobre. Et c'est l'objectif absolu lorsqu'ils savaient qu'Israël était à 2 ou à 3 semaines de signer, on peut le dire aujourd'hui, un accord, notamment avec l'Arabie Saoudite où il y a la Mecque, le plus grand pays sunnite aujourd'hui au monde. Et je peux vous dire que il y a de très belles
opportunités qui peuvent se dégager à condition que l'Europe ouvre les yeux. L'Europe a tout il faut. Nous sommes dans l'Europe, hélas, munichoise, la même Europe qui a signé à l'époque les accords d'Aladier, Chamberlain, les accords de Munich, aujourd'hui est en train de tout faire pour préserver un régime. David Neyman, tous les Iraniens m'appellent. Il m'appelle à moi parce qu'il connaît sans doute ma proximité à Netanyahou, même si je n'ai pas une influence directe. Netanyahou, c'est ce qu'il a à faire avec ou sans mes conseils. Mais est-ce qu'Israël va s'arrêter? Il ne faut pas qu'Israël s'arrête. Il nous supplie, mais c'est à vous à sortir dans la rue. À un moment donné, dans une révolution, comme avec la révolution française, Israël ne pourra pas faire la révolution à la place des Iraniens. Ils veulent changer de régime, c'est à eux à sortir. Israël peut les aider. Donald Trump a été remarquable. Il y a des gens qui veulent donner le prix Nobel de la paix à Netanyahou, à Trump. J'ai écouté ça tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les Iraniens doivent prendre le destin dans leurs mains. Ça prouve qu'il n'y a pas d'hégémonie, la volonté d'Israël d'aller quoi que ce soit contre le peuple perse prendre leur destin iranien. Voilà, vous ne croyez pas si bien dire. Et là, je suis persuadé que les femmes iraniennes, les étudiants iraniens, les jeunes iraniens, les Kurdes, l'ensemble d'Iran. C'est extraordinaire que vous introduisez justement notre dernier invité, puisqu'on a le plaisir d'interroger à présent Fahimeh Robiol. Bonjour, merci à vous. Vous êtes ancien ingénieur en Iran, ainsi qu'au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est basé à Paris. Vous êtes également chargé de cours à l'université de Téhéran, ainsi qu'à l'ESSEC, et puis vous êtes autrice de l'ouvrage notamment Femmes, Vie, Liberté. Parlons-en. Parlons-en justement de la vie, de la liberté en Iran. Lorsqu'on est une femme, est-ce que vous appelez, vous, à un changement de régime aujourd'hui à la faveur de cette guerre qui se déroule depuis maintenant 11 jours? Évidemment. Évidemment, moi je pense beaucoup à ces 85 millions d'Iraniens qui depuis 45 ans sont dans une prison ciel ouvert, sans avocat. Donc il n'y a aucun doute et que ce régime-là, c'est en train de faire une guerre dont la population est pour rien et que pour son survie, ce qu'il est en train de faire, c'est pour son survie et que depuis 45 ans, il veut faire disparaître Israël de la carte du monde. Donc il l'a fait à travers des proxys. Heureusement que ces proxys-là sont à peu près anéantis, mais néanmoins, là maintenant, le roi est nu, puisqu'il le faisait dans une zone grise, et que maintenant, avec la disparition de ces 3-4 proxys, voilà, il est en face de son destin. Ouais. Et quant à la situation des femmes, je dirais, là, aujourd'hui, il n'y a pas seulement la situation des femmes, c'est 85 millions de personnes. Oui, effectivement, un grand pays. Alors justement, est-ce que vous pensez que les frappes en ce moment israéliennes et américaines, elles portent des coups qui sont suffisamment sérieux pour envisager d'ores et déjà peut-être une marche vers un changement de régime? Alors, je ne parle pas des Américains parce que pour moi, ils ont fait un coup et j'espère que ça serait seulement un coup et que ce qui est en train de se passer se fait par Israël depuis le premier jour. C'était dans différents axes. Premièrement, faire disparaître et anéantir la tête en haut du régime avec des frappes extrêmement ciblées. Il a continué avec un certain nombre des zones qui montraient qu'il a une très belle cartographie des différents endroits où sont stockées non seulement les matières fissiles, mais aussi les radars, les missiles, et puis à côté des sites non nucléaires dont le régime a besoin pour faire la partie nécessaire pour ajuster à ses matières fissiles pour faire la bombe. Et que pour le peuple iranien, ce qui a été fait, c'est une attaque aux cibles bien précises pour justement affaiblir jusqu'à ce que le peuple se sente moins en danger pour pouvoir sortir et que prenne son avenir en main. Aujourd'hui, le seul leader qui sort la tête en ce qui concerne l'opposition iranienne, c'est Prince Reza Pahlavi, qui a visité
l'Israël et que le peuple israélien, c'est absolument pas l'ennemi. Au contraire, quand on regarde, il y a 2500 ans, il y avait le Cyrus le Grand qui a sauvé le peuple Israël des mains des criminels babyloniennes, et puis les a emmenés à Israël pour construire leur temple. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait beaucoup de rapprochements à ça, et que je suis absolument pas embêtée, d'après ce que votre interlocuteur vient de dire, de l'accord d'Abraham. L'accord d'Abraham ne pouvait jamais marcher sans la présence du peuple iranien, et j'espère que bientôt on va faire l'accord de Cyrus. 2500 ans depuis Cyrus le Grand. Là, vous avez espoir. En quelques mots, ce sera ça, peut-être le mot d'espoir pour vous, c'est que le peuple iranien aspire aussi, une grande partie aujourd'hui du peuple iranien aspire à ça, la paix dans la région, avec Israël aussi. Moi, je pense que je suis en train de regarder l'après ce régime, et qu'on va arriver à une autre ère au Proche-Orient, où on va mettre le paquet sur l'économie et sur le bien-être des gens. Les intérêts communs. Et sans cet islam idéologique. Voilà, les intérêts communs avant tout, et donc le rapprochement entre ces peuples qui est tant souhaité de part et d'autre. D'ailleurs, merci beaucoup à vous, Fahimeh Robiol, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci à tous les trois, Meir Habib, Dror Ben Sapir et Shani Guidalia. C'est la fin de ces 2 heures d'édition spéciale. Vous retrouverez tout à l'heure Miri Maman pour de nouvelles éditions spéciales. Merci à tous et très bonne soirée sur i24.